Bienvenue. Le 32e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche à Addis Abeba, au siège de l'institution. Un sommet de transition marqué par le passage de témoins entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les foyers de tension sur le continent, la crise des migrants, l'autofinancement de l'Union africaine restent donc des sujets d'intérêt majeur qui préoccupent les chefs d'État. D'un autre côté, Martin Fayulu, le candidat malheureux à l'élection présidentielle en RDC, persiste et signe à saisir l'occasion de l'ouverture de ce sommet pour envoyer une lettre au chef de l'État de l'Union africaine demandant une réorganisation des élections et clame sa victoire volée. Mais le plus important pour nous ce soir, à ce 32e sommet de l'Union africaine, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, était absent. Vigile avanceur, une absence de plus ou une absence liée à l'agenda présidentiel. Bon, c'est une absence de plus. Vous savez que le chef de l'État, depuis son arrivée, il s'est illustré par ses absences à ces genres de rencontres. Vous parlez d'agenda, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il avait encore le temps. Ce week-end, vous avez vu, il était à Ouida, au domicile, disons, d'une personnalité qui a perdu son épouse. Donc, si ce n'était que ça, l'agenda, de mon point de vue, il pouvait bien aller faire bien mieux à Addis Abeba, de mon point de vue. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ces absences répétées du chef de l'État béninois à ces sommets sur le continent, la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine notamment? Disons, pour ce qu'on a vu, ce qui s'est affiché, j'ai l'impression que ce n'est pas sa tasse de thé, qu'il ne se retrouverait pas bien, n'est-ce pas, dans ce genre de milieu. A priori, c'est ce qu'on peut penser. Rappelez-vous cette rencontre, ce sommet, n'est-ce pas, du G20 en Allemagne, ou je sais plus, c'était le G20 ou le G7, je ne sais plus trop bien. Le G20. Voilà, en Allemagne, où il allait faire il allait faire ce discours de mémoire qui humilie le Bénin avec tous les commentaires qui étaient faits. Bon, voilà, chaque fois qu'il doit faire ce genre de sortie, c'est toujours avec, n'est-ce pas, quelques regrets pour certains, avec de petites phrases ou quelques éléments qui n'auraient pas dû être. Je ne sais pas si ça a vraiment quelque chose à voir, mais la question de savoir si le chef de l'État se sent vraiment à l'aise dans ce genre d'exercice, dans ce genre de milieu, je soupçonne que non. Mais quel problème aurait-il avec ses pairs de la région, du continent, au point donc de se soustraire de ces genres de réunions? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je fais juste un constat. Je fais aussi l'autre constat, et peut-être vous avec moi, que dans la sous-région, je ne vois pas le chef de l'État comme ses prédécesseurs. On aurait pu citer des liens d'amitié avec tel ou tel pays, et particulièrement avec tel ou tel chef d'État. Quand on en cite, c'est jusqu'au Rwanda. Mais dans la sous-région, je ne lui connais pas particulièrement d'amitié. On pourrait vous parler donc hier de Boni Yayi avec Obasanjo. On pourrait vous parler de Boni Yayi avec un fort à côté. Bon, voilà. Bon, je ne sais pas, mais Patrice Talon, ce n'est pas vraiment ça. Quel problème il a avec les sommets? Est-ce que pour lui, et peut-être ça également, ça peut l'expliquer, est-ce que pour lui, ça n'a pas d'importance? Est-ce que c'est de l'argent perdu pour le pays? Je n'en sais rien, mais il n'est pas complètement absent. Je veux dire, le pays n'est pas complètement absent. Il se fait représenter au moins au niveau ministériel. Mais ce n'est pas le même leadership si le chef de l'État, lui, il n'y est pas. Pour les échos que j'ai de Addis Abeba, par exemple, il a, n'est-ce pas,
même des petits pays, hein, vous parlez ainsi des autos, un pays dans un pays, l'Afrique du Sud pour ne pas le nommer, dont le président préside plutôt des réunions là-bas. On peut parler aussi d'autres pays, hein, à côté du Bénin, n'est-ce pas, avec un chef d'État qui a déjà fait 3 ans ou pratiquement, et donc qui a en principe pris de carrure dans la fonction et d'envergure au sein de la communauté internationale, tout au moins africaine. En principe, il devait aller à ces genres de rencontres, prendre plus de rôle qu'il l'affiche. Encore une fois, je ne peux savoir exactement pourquoi il a cette aversion pour ces genres de rencontres, ces genres de sommets. Alors, Ulrich Atineou, est-ce qu'on doit parler d'aversion pour ces genres donc, de rencontres, ces genres de sommets? Est-ce que c'est lié au passé du chef de l'État? On sait que Boni Yayi, il a eu le temps d'être moulé dans des institutions financières de la région sur le continent. Et à ces occasions, il a eu le temps de collaborer avec des chefs d'État, ce qui certainement lui a valu ses amitiés. Une fois dans la fonction présidentielle au Bénin, l'amitié qu'il s'est tissée avec les autres chefs. Celui-ci, c'est un opérateur économique qui ne parle que affaires, ne parle que argent, ne parle que business. Est-ce que c'est ce passé qui fait que le chef de l'État béninois ne se sent pas à l'aise dans ces genres de sommets? Moi, je ne sais pas s'il faut parler s'il faut dire qu'il est mal à l'aise à ces sommets ou c'est peut-être une option. C'est vrai, lui s'est interrogé par rapport à beaucoup de choses. Il s'est demandé peut-être, parce que c'est des hypothèses, peut-être que bon, le chef de l'État n'a pas envie de faire dépenser l'État, ou ça dit, il a envie de faire des économies pour notre pays. Peut-être également que le chef de l'État, mais lorsque nous prenons notre président, le chef de l'État, effectivement, on a constaté qu'il ne sort pratiquement pas, ou quand il veut sortir, ben, écoutez, depuis son arrivée au pouvoir, lors des célébrations des fêtes de l'indépendance, combien de chefs d'État sont venus dans ce pays? C'est vrai, on a toujours voulu faire les choses en toute, comment vous l'appelez, sobriété financière, mais écoutez, ce n'est pas toutes les fois qu'il faut adopter ce style de vie. À un moment donné, c'est dire que vous n'avez pas, d'accord, ou la capacité de mobiliser les ressources, puisqu'il s'agit de moyens. Lorsque vous faites venir peut-être un chef d'État, ou un chef d'État accepte votre invitation, c'est vrai, il y a un minimum qu'il faut faire à l'endroit de ce dernier. Maintenant, lorsque vous n'êtes pas capable, on a vu le président Boni Yayi dans ce pays, sur 10 ans, on a vu comment les gens ont défilé par ici. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a un petit problème? On a vu en 3 ans peut-être la venue de 3 femmes. Je pense à l'État, je pense peut-être à Michael Jean ou encore qui encore, je ne sais pas. On a vu pratiquement, voilà, la dame de l'Estonie. Donc je pense qu'il y a pratiquement peut-être 3 dames qui ont fait le tour du Bénin rapidement. Encore que ceux-là, quand vous voyez ou quand vous regardez un tout petit peu, vous dites, bon, quel est peut-être... qu'est-ce qu'on peut directement gagner de cela? C'est le chef de l'État, c'est le gouvernement qui décide, mais au regard de tout, on a l'impression que aujourd'hui, il n'est pas, on a l'impression qu'il n'est pas quand même très rattaché, ou il n'est pas, je ne sais pas, je ne pourrais peut-être pas dire qu'il n'est pas en de bon terme, mais l'expression quand même, de toute façon m'échappe, parce que j'ai envie de dire qu'il n'est pas aussi rattaché, il n'est pas moulé dans cette communauté-là. Voilà, il ne se retrouve pas. Ou, bon, mais je ne dirais pas qu'il est gêné, parce que quand vous dites qu'il se sent peut-être gêné, c'est comme si on lui reprochait quelque chose, ou il se reproche quelque chose. Non, ce n'est peut-être pas parce qu'il se reproche quelque chose. Il y a beaucoup qui disent que cette affaire de mandat unique est déjà au début donc, du mandat avait crispé déjà les relations pour les autres chefs d'État, avec les autres chefs d'État qui avaient un peu l'appétit un peu aiguisé pour la fonction présidentielle. Pas pour autant, peut-être, c'est vrai. Le Bénin donnait en ce moment des leçons de démocratie. Oui, le Bénin a toujours donné des leçons de démocratie aux autres. Maintenant, lorsque vous prenez cet aspect de la chose, je dirais que les autres peuvent comprendre. Il peut également s'expliquer auprès de ses pairs pour dire... Non, moi je pense que nous sommes, c'est vrai, dans une communauté, chacun est libre, nous sommes en démocratie. Et cette démocratie... Lorsque nous savons qu'en Côte d'Ivoire,
au terme de son mandat, ses 2 mandats, Alassane Dramane Ouattara est en train d'entretenir le flou. Mais vous parlez de Ouattara. Vous parlez de Ouattara. Si on parle de mandat unique et d'autres pays, Fagne Singbe, de l'autre côté, qui 3 mandats de suite va continuer. Est-ce que c'est de nature à faciliter les relations entre le Bénin et les autres? Vous parlez de mandat. Je me rappelle de cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où le président ivoirien disait oui, j'ai appris que mon jeune frère, le président béninois, il a envoyé Ablaye Biotane parce que lui-même étant au pays, il est occupé actuellement par la révision de la Constitution. Je sais ce que représente une révision de la Constitution. Non, je sais. Donc, écoutez, il peut y avoir d'autres raisons. Ils échangent. Ils savent également dans quelle mesure peut-être se comprendre par rapport à certaines réformes, bon, je ne parlerai pas de choix, mais quand même à certaines visions politiques. La vision politique du chef de l'État, de notre président, le président Patrice Talon, c'est de faire peut-être, ou de révéler le Bénin. Révéler le Bénin. Maintenant, voilà, il faut des moyens pour révéler le Bénin. Est-ce que en limitant les sorties, cela pourra peut-être faire créer une plus-value pour permettre à ce qu'on puisse régler des problèmes? Mais que la coopération sud-sud n'a pas encore beaucoup de plus-value et de gains, est-ce qu'on peut miser de ce côté-là? Ah, mais c'est au président de décider. On a vu plus le chef de l'État. C'est au chef de l'État de décider. C'est à lui de voir. D'autres partenaires occidentaux notamment. Je suis d'accord. Donc c'est pourquoi, lorsque vous parlez on a parlé tout à l'heure de la rencontre de Berlin, le chef de l'État y était parce qu'il savait que beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'hommes d'affaires seront présents. Donc il fallait se rendre à ce rendez-vous. Il fallait se présenter à Berlin tout au moins pour négocier parce que c'est le terrain des affaires. Donc c'est dire que il se sentirait plus à l'aise sur ce terrain. Pas qu'il se sentirait à l'aise, mais parce qu'il sait qu'il y a des affaires, il y a des opportunités, il y a des opportunités à saisir. Là-bas, c'est pourquoi je parle des hommes d'affaires. Moi, je lis ça à son passé, d'hommes d'affaires également. Oui, on peut. D'hommes d'affaires, le chef de l'État qui va avec un discours, je l'ai rappelé, à polémique également, mais il y est allé. Bon, nous n'allons pas revenir sur ce discours, mais c'est vrai, quand il sort, on a l'impression également que il y a toujours quelque chose. Je ne parlerai pas de Bouddha, mais je dirais qu'il y a toujours quelque chose qui doit donc retenir l'attention, notamment de ses compatriotes, dans son discours, dans ses faits, dans ses gestes. On a vu les sorties sur Paris, on a vu cette sortie sur Berlin. Il y a toujours des choses où il est parti faire l'éloge de la précarité, de l'emploi et autres. Donc c'est autant de choses qui aujourd'hui peut-être, je ne dirais quand même pas que c'est ça qui restreint ou qui le limite ou qui l'empêche de sortir, je ne le dirai pas. Alors, je pense que c'est parce que avant qu'il ne passe la il parole a constaté à où il se dit peut-être là-bas il y a plus d'opportunités d'affaires. Voilà. Vous répondez à cette question avant que je ne retourne vers Patrice Savala. Est-ce que vous avez parlé des choses qui retiennent l'attention des Béninois? Est-ce que c'est par mesure de prudence que la cellule de communication du chef pour arrêter la saignée a dû dire bon, on se met un peu en marge, on expose moins le chef de l'État? La cellule de communication, je ne sais pas si la cellule de communication a pris une décision. Non. Si peut-être vous m'informez, si c'était le cas, alors bon, je pourrais... des hypothèses. Mais donc je ne pense pas. La cellule de communication ne peut peut-être pas demander au chef de l'État de ne pas se déplacer ou de manquer un rendez-vous. C'est le chef de l'État qui décide en fonction des priorités. C'est lui qui sait... Mais il a des conseillers à l'image et à la communication. Oui, mais ça peut lui être nuisible quand même politiquement parlant. Vous parlez de conseiller et le chef de l'État également ne cesse de répéter que oui, toute contribution n'est pas nécessairement à prendre en compte. Donc vous pouvez le conseiller, vous pouvez lui dire ce qu'il y a lieu de faire, mais en tout et après tout, c'est lui qui décide. C'est lui qui tranche. C'est lui qui tranche. D'autorité. Voilà. Alors, Patrice Savala, le chef de l'État au début de son mandat a déjà donné donc le signal. Je ne serai pas dans une politique spectacle, avait-il dit au début donc de son mandat. Est-ce que selon vous, cette absence du chef de l'État à ces gens de sommet explique cette idée, à savoir, il considérerait peut-être que s'afficher tout le temps de l'autre côté alors qu'il n'y a pas de gain économique
rien du tout, que ça serait donc une politique spectacle et qu'il préfère s'abstenir d'y aller. Je préfère quand même attendre la fin du mandat du président Patrice Talon pour constater que il se met en marge de ces sommets auxquels participent ses pairs africains. Nous sommes déjà dans la deuxième moitié du mandat. Je suis absolument d'accord avec vous. Pour la première fois, il l'a rappelé, Ulrich Atindéo, le président ivoirien a tenté d'expliquer l'absence du chef de l'État, Patrice Talon, au sommet, parce qu'il y avait révision de la Constitution et que lui, en tant qu'un ancien de la gestion d'un pays, c'est ce que la révision d'une Constitution représente pour un chef de l'État. Il ne pouvait donc pas sortir et de l'étranger constater que oui, ma volonté a été boutée par les honorables députés. Et cette fois-ci, je ne saurais dire quelles sont les raisons qui ont motivé cette absence du chef de l'État Patrice Talon quand on sait que ce dimanche, il s'est rendu dans une maison mortuaire. Est-ce le seul événement à son agenda pour le week-end qui lui aurait permis de manquer ce grand rendez-vous des chefs de l'État? Je ne saurais le dire, mais de toutes les façons... C'est aussi ça qui crée le problème parce que il y a peu de communication. Voilà, comme en France, dans d'autres pays, on connaît l'agenda du chef de l'État. Voilà. Mais ici, nous sommes habitués aux réseaux sociaux. Ici au Bénin. Nous sommes habitués aux réseaux sociaux depuis quelques années, depuis 2016, que le chef de l'État, Patrice Talon, est arrivé au pouvoir. Et on a du mal même à avoir la vérité dans certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Encore que là, on n'a aucune information à propos de la participation ou non du président de la République à ce sommet, le 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Oui, il ne va pas manquer sans avoir envoyé ses ministres, peut-être le ministre des Affaires étrangères, pour représenter le Bénin à ce sommet. Ce serait la diplomatie du mépris là. Voilà. Mais ceux qui étaient au sommet ont-ils constaté la présence du Bénin aux travaux? C'est là la grande interrogation. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de prendre part aux travaux, mais qu'on constate quand même qu'il y a aussi un petit pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Bénin. C'est aussi ça, l'offensive diplomatique dont il est question. Et depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, on a comme l'impression que cette diplomatie béninoise a pris un peu de recul. Parce qu'on ne constate vraiment pas. Si on a été habitué durant 10 ans sous le président Boni Yayi à une offensive diplomatique qui se faisait remarquer à chaque fois que le président de la République devait voyager, au retour, le chef de la diplomatie béninoise montait au créneau et faisait le point des différentes activités menées par le chef de l'État. Et déjà, avant même que le président Boni Yayi n'effectue un déplacement hors du territoire national, le peuple était informé de ces déplacements pour la plupart. Même s'il était question de son état de santé et pour aller faire le bilan de santé à l'étranger, tout ça, le peuple était informé. Mais comme on a parlé de la rupture, il faut certainement rompre avec certaines pratiques pour ne pas ressembler à cette gouvernance qu'on avait connue durant 10 ans. C'est peut-être aussi ça qui motive ce silence que nous constatons du côté de la présidente de la République quant au déplacement du chef de l'État. Mais au niveau des chefs d'État africains, ces pairs africains qui étaient à ce sommet, et peut-être que le président Patrice Talon leur a envoyé ses excuses, il doit avoir certainement un motif pour ne pas être présent aux travaux de ce 32e sommet. Sinon, on aurait pu croire que le Bénin, qui est partie prenante des tests de cette organisation panafricaine, manque à ses obligations. La présidence est tournante. Aujourd'hui, c'est Al-Sisi qui tient la présidence de l'Union africaine. Le président Boni Yayi l'avait tenu entre-temps, mais c'est passé. Ça peut tourner encore deux fois de suite, oui. Parce que Boni Yayi était beaucoup mouvant. Il est toujours en mouvement durant 10 ans.
Et peut-être même qu'il n'a pas encore perdu cette habitude-là, ce n'est qu'une parenthèse. Est-ce que, en l'absence du chef de l'État, le président Patrice Talon, l'on pourrait assister à une nouvelle présidence de l'organisation panafricaine par le Bénin? C'est une interrogation. Peut-être que ça n'intéresse même pas Patrice Talon. Vous l'avez rappelé, il n'est pas dans ces théâtres-là parce qu'il a dit que ces sorties théâtre, etc., ne l'intéressent pas. C'est le développement du Bénin. Mais le développement, est-ce que le Bénin peut rester ici dans ces 4 murs pour se développer, ne pas s'inspirer aussi des réalité des autres pays? On ne peut pas... On identifie les partenaires clés stratégiques. Ah, ça veut dire que sur le plan africain, il n'y a pas de partenaires clés. Nous sommes à côté du Nigeria. Déjà, c'est cet exemple-là. Quelles sont les relations aujourd'hui que le Bénin tient avec le Nigeria d'à côté? Regardez toutes ces potentialités. Nous avons vu en fin d'année 2018... Et ouais, on a inauguré quelque chose à la frontière de Sénégal. Le poste de péage juste à poser. Et après ça. Inauguré. Et après ça. Ça fait de 2016, nous sommes en 2019, bientôt 3 ans. Mais et après l'inauguration de ce poste-là, de contrôle juste à on a assez d'opportunités que le Bénin peut saisir du côté du Nigeria. Et cela dépendra des relations que le pays entretient avec son voisin. Et ça dépendra aussi des entretiens que les deux chefs d'État ont souvent. Le président Bouni-Yayi, on le voyait se déplacer. Peut-être que ça fait partie... Il y avait également beaucoup d'annonces, d'effets d'annonces. Beaucoup d'annonces, d'effets, mais est-ce qu'on n'a pas eu le résultat? Est-ce qu'on n'a pas eu le résultat? Je pense que c'est oui. Même si ce n'est pas à 100%, on a quand même eu le résultat. On a eu le résultat. Vous savez, il y a certains... Écoutez, nous sommes sur le plan économique, nous sommes sur le plan diplomatique, et on parle d'un voisin qui est le Nigeria. Vous pensez que ce Bouni-Yayi, le Nigeria... Une population de plus de 150 millions d'habitants. Au Bénin, c'est ça? Pardon? Vous pensez que ce Bouni-Yayi, le Nigeria, a beaucoup apporté au Bénin? Bien sûr, le Nigeria a beaucoup apporté au Bénin. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, le Bénin ne profite en rien du Nigeria, non. Mais on peut aller plus loin que ce que nous avons aujourd'hui. Intensifier plus les relations. On peut intensifier. Et on a dit le Bénin, c'est un pays qui est essentiellement fiscal. Et cette fiscalité ne peut que se baser sur les relations internationales entre le pays et d'autres pays frères. Et si nous prenons le cas du Nigeria, vous savez, le Naira a ses effets sur le CFA. Et le Naira a un coût plus fort que le CFA. Et le Nigeria, malgré son indépendance sur le plan financier, est quand même fort plus que le Bénin. Cette population de 150 millions d'habitants, plus de 150 millions d'habitants, je pense que le Bénin peut en profiter. La première puissance économique sur le continent africain. Challengée avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Vous voyez, donc, sur le plan diplomatique, je pense que beaucoup de choses restent à refaire pour mettre le Bénin sur orbite au plan international, parce que on ne peut pas vivre ici sellement en autarcie et ne pas profiter aussi des autres qui vont aussi profiter de nous. Il y a les pays de l'Interland qui profitent du port de Cotonou. Vous avez quoi à vendre aux gens? Mais on a le port de Cotonou. Tous les pays n'ont pas la chance d'avoir la mer. Le Bénin a cette chance d'avoir la mer. Et les autres pays qui n'ont pas cette chance-là ont leurs marchandises qui descendent à Cotonou, et ce sont des bénéfices également pour le Bénin. Mais si le Bénin reste ici seul et multiplie seul ses stratégies, je pense que ces pays ont d'autres opportunités qu'ils peuvent tout de suite saisir et oublier le Bénin. C'est aussi ça. Vigile Laroncère, est-ce que le chef de l'État s'isole de plus en plus de ses pairs, et comme Patrice le disait, cette politique-là finirait donc par compromettre les chances du Bénin de pouvoir profiter des avantages des autres pays? Ce que je sais de ces genres de relations, c'est que vous n'avez que ce pourquoi vous vous battez, ce que vous avez réellement en main. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de distribution de bonbons pour un pays. C'est comme ça. Et donc, si le Bénin n'est pas présent, si le Bénin ne se bat pas aux côtés des autres pays africains,
eh bien, ce sont ces pays-là qui mettent un peu plus de muscles, qui vont s'illustrer. C'est aussi clair que cela. Quand je vous entends dire sur ce plateau que le chef de l'État aurait affirmé que lui préfère rester à la maison au pays que de faire ce genre de déplacements folkloriques, avez-vous dit? On a juste lié ces propos à certains actes aujourd'hui. Bon, c'est complètement ridicule. C'est ridicule, c'est comme si, bon, si c'est ça, il faut mieux alors distribuer la roue à tous les Béninois, qu'on commence par labourer. Et là, on sait que oui, on n'a pas besoin des autres, on n'a qu'à s'occuper de nos champs. Encore que je ne sais pas si tout le monde devait s'y mettre, si on a assez de matière pour fabriquer à nous seuls, assez de roues pour tous les Béninois. Non, je pense que c'est vrai, hein, il y a certains développements de l'actualité qui nous donnent l'impression que nos dirigeants actuels se foutent pas mal de la communauté internationale, des accords internationaux, de tout le reste. Je ne veux plus vous rappeler donc l'épisode de la Cour africaine, les droits de l'homme, où on est parti de ce traité-là, mais on dit, bon, on ne répond pas, on ne donne pas suite. Vous voyez, on met plutôt en avant la souveraineté du pays, comme si tous les autres pays n'étaient pas souverains, tous les pays partis de Est-ce que vous pensez accord. que c'est justement sur ce cas de violation des droits de l'homme que le chef de l'État évite de se pointer? Non, non, non. Parce qu'il y a certainement une commission qui s'occupe de cette question à l'Union africaine. S'il y va, on l'interpelle pour dire, monsieur, pourquoi est-ce que vous n'avez pas répondu favorablement? Ça va crier. Non, je ne crois pas. Peut-être, je n'en sais rien, mais je ne crois pas. Il est un constat que le chef de l'État n'aime pas ces gens de rencontres. Je continue de l'affirmer. Depuis 3 ans, vous l'avez vu, on peut compter au bout des doigts ses sorties à combien de sommets du genre, il n'a pris pas. N'est-ce pas? Et donc, peut-être la question de savoir qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça apporte au pays. Je dis encore une fois, oui, un pays, ce n'est pas seulement le nombre de kilogrammes de ceci ou de cela qu'on peut vendre à l'extérieur, ce n'est pas le nombre de militaires, hein, ou, voilà, la puissance de notre armée. Il n'a pas que ça. Il a de ces petits pays qui... Regardez, à un moment donné, vous allez voir que le Burkina avait pris le lead dans la sous-région où toutes les questions de médiation, c'était Blaise Compaoré. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y gagnait? Est-ce seulement sa position d'ancien chef ou de plus vieux de la sous-région qui lui donnait cette posture-là, naturellement? Mais non. Bon, après, disons, quand on arrive à ce niveau, tout est question de tempérament et même de ce que le chef de l'État, celui qui vous dirige à ce moment-là, aime. Voilà, donc après les Béninois, je ne les vois pas beaucoup le critiquer non plus sur ça. On le critique beaucoup plus sur sa gouvernance, on le critique beaucoup plus sur le quotidien difficile, voilà, que le reste. Le Richard Tinéou, est-ce que, encore une fois, s'isoler de la scène internationale, est-ce que c'est préjudiciable pour le pays? Oui, mais écoutez, lorsque vous ne vous associez pas aux gens, lorsque vous ne permettez pas que, ou vous n'ouvrez pas votre pays aux autres, comprenez qu'il vous serait toujours difficile. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans un monde où il faut choisir de vivre seul, grandir seul. Non, ces absences-là sont mal vues à Addis Abeba, selon vous? Certainement, certainement. Et d'ailleurs, vous avez vu, à peine le président Paul Kagame dépose le tablier que les gens déjà ont commencé par critiquer son mandat. Les gens ont commencé déjà par sa gestion au cours donc, de cette mandature. Les gens disent que c'est une mandature mitigée. Or, vous savez, dans le même temps que nous avons ici un président qui veut être à l'image de celui-là. Vous comprenez que pendant longtemps, Kagame aussi était resté dans son coin. Je me suis dit, c'est parce que c'est une présidence tournante. Et puis, puisque c'est le tour désormais du Rwanda, le Rwanda doit prendre donc la tête de l'Union africaine. Le Rwanda, donc, par conséquent, doit participer à ces rendez-vous. Attendez peut-être pour voir encore
dans les années qui vont suivre, quelle serait la réaction, par exemple, du Rwanda vis-à-vis donc de l'Union africaine? Quelle serait sa position? Comment est-ce que le Rwanda, ou Paul Kagame notamment, participera donc à ces rencontres? Donc, tout porte à croire que c'est le prototype rwandais, enfin, le Rwanda bis de l'Afrique. Nous avons aujourd'hui... Le Rwanda, depuis 5 ans déjà au moins en arrière, s'illustre de plus en plus à prendre le leadership sur le continent. Mais, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est ça, je dis, le chef de l'État, il est à l'école d'un mentor. Enfin, bon, je ne vais quand même pas le sous-estimer jusqu'à ce point. De son homologue rwandais. Il s'inspire tout au moins de ses performances, de tout ce qu'il voit de l'autre côté du Rwanda, qu'il veut peut-être appliquer. Peut-être que le président rwandais, c'est par là également, il a commencé. C'est-à-dire définir les priorités, dire bon, au départ, nous n'allons pas, d'accord, sortir, nous allons adopter cette ligne de stratégie, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, et c'est peut-être ça ce qu'il est en train de faire. Moi, je pense également que ces sorties, effectivement, vous l'avez dit, sont peut-être mal vues de l'autre côté. Et je pense également... Les absences notamment. Les absences. Qu'est-ce que nous, notre président, peut-être ira dire de l'autre côté là-bas, puisque lorsque vous allez à ces rencontres-là, il y a des discours que vous devriez, en tant que chef d'État, en tant que membre de la communauté, il y a ces allocutions, il y a ces occasions qu'on vous offre donc de vous adresser à vos pairs. Et il va encore se présenter, on l'a déjà vu à Berlin où il a parlé, d'aucuns ont pris le riz qui s'en est suivi comme étant, bon, peut-être une manière de dire, écoutez, est-ce que c'est ce que vous êtes encore en train de faire de l'autre côté dans votre pays? Mais aujourd'hui, s'il va là-bas, avec surtout la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, il ira là-bas vanter quoi? Le mérite de quoi? Il ira dire quoi? Lui qui, déjà au départ de son règne, a dit qu'un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Il a dit clairement et publiquement. Il a dit, il a répété à maintes reprises. Donc c'est dire que quelqu'un comme ça, que vous prenez pour chef d'État, celui qui dit ça, et le peuple à un moment donné a dit c'est celui que nous voulons, si entre-temps il faisait le contraire de ce qu'on lui reconnaît, c'est dire que quelque part c'est un peu contraire peut-être à ses habitudes, il est dans de beaux draps. Par conséquent, il se dit ce n'est pas là-bas, j'irai prononcer un discours comme quoi l'état de droit, l'état de démocratie avance au Bénin. Par conséquent, le mieux pour moi, c'est d'éviter peut-être... C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de choix. Le chef de l'État a fait son choix. Le chef de l'État. Et il assume. Et il assume. Il assume. Il faut respecter ce choix. Il faut respecter simplement ce choix. Le chef de l'État a fait son choix. Alors, Patrice Talon, le chef de l'État béninois, a fait son choix. Il était donc absent à ce 32e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert ce dimanche à Addis Abeba, au siège de l'institution. Nous allons cette fois-ci, Vigile, avancer avec vous, commencer par aborder un autre point de la question. Paul Kagame, le chef de l'État rwandais, a passé donc 12 mois à la tête de l'institution avec un programme meublé par des réformes, notamment l'accord de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, avec le marché unique africain qu'il a voulu. Un accord qui a été signé par presque la moitié des pays africains en novembre 2018. Notamment, il y a eu le lancement d'un fonds pour la paix, un fonds qui était censé financer, qui doit donc aider à financer la stabilité et lutter contre l'insécurité sur le continent. Paul Kagame également, c'est une réforme qui suscite les polémiques. C'est 0,2% sur les importations qu'on doit prendre chez chaque pays, dans chaque pays, pour l'autofinancement de l'institution africaine. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est parti Abdel Fattah al-Sisi, le successeur de Paul Kagame, est-ce que vous voyez ce président continuer dans cette réforme? Non, je pense que, disons, à l'Union africaine, c'est d'abord des réformes, non pas, n'est-ce pas, des présidents en exercice, mais c'est des réformes de l'institution d'abord. Et donc, en principe, oui, al-Sisi, et selon, n'est-ce pas, son leadership, selon son management, devait pouvoir, n'est-ce pas, poursuivre ces chantiers-là.
peut-être bien que lui, il a d'autres priorités dans ces réformes-là de l'Union africaine et il prendrait alors d'autres chantiers et peut-être poursuivrait donc plutôt doucement ceux donc de Paul Kagame, tout comme il peut les approfondir, il peut les poursuivre. Je pense que pour la réforme notamment de la zone de libre-échange, on avait espéré, oui, avec lui, on avait beaucoup espéré que ça allait changer, que beaucoup de pays y adhéreraient, mais vous avez vu, certains ont traîné les pas, dont le Bénin, par exemple. Je sais qu'à l'époque, il avait aussi le Niger, mais le Niger s'est rattrapé par la... Le Nigeria également s'est abstenu. Voilà. Et donc, sur ce plan-là, on ne peut pas, disons, décerner de satisfecit à Paul Kagame. Est-ce que c'est sa faute ou bien c'est la résistance des pays qui voient l'intérêt? Vous parliez un instant de Abdel Fattah al-Sisi. Il faut, pour l'information, quand même dire que l'Égypte a marqué une réticence par rapport à ces prélèvements de 0,2% sur les importations pour financer l'institution, parce que justement, l'Égypte étant un pays en voie d'industrialisation, a quand même vu ses intérêts menacés. Oui, vous savez, à l'Union africaine, ça a toujours été ainsi. Je ne vais plus vous rappeler donc l'épisode de Kadhafi, n'est-ce pas, avec Bongo Père, où voilà, chacun sortait toujours un argument pour traîner les pas, faire traîner les pas aux réformes, faire traîner les pas à l'institution. Et donc, oui, si on se situe du point de vue intérêt, certains se trouveraient quand même lésés par rapport à d'autres parce que trouvant que c'est peut-être eux qui ont plus à mettre dans la balance, eux qui ont à supporter, n'est-ce pas, les autres pays, notamment ces pays industrialisés, comme vous avez dit. On a souvent vu le Nigeria, on a souvent vu l'Afrique du Sud. Le Maroc. Oui, mais l'Égypte est un grand pays aussi qui fait beaucoup d'efforts, qui fait partie donc des pays les plus industrialisés, hein, et avec un PIB plus élevé sur le continent. Et donc, vous comprenez que quand les pays, surtout avec des guerres de leadership déjà dans la sous-région ou dans les sous-régions, puis au niveau continental, ce n'est pas toujours de nature, n'est-ce pas, à faciliter le fonctionnement, l'avancement donc de l'Union africaine. Voilà, de l'institution africaine. Alors, Patrice Avala, des guerres d'intérêt qui plombent les réformes au sein de l'Union africaine. Est-ce que Abdel Fattah al-Sisi, vous le voyez continuer dans la même dynamique que Paul Kagame? Oui, et Abdel al-Sisi, je pense que dans son discours, après avoir pris la tête de l'Union africaine, a dit qu'il place son mandat sur 3 axes. Et dans ces axes, il y a aussi la zone de libre-échange continental que le président Kagame avait déjà mis dans son programme qui se trouve là, a ajouté au développement des infrastructures. Il a aussi parlé de la création de l'emploi pour la jeunesse du continent. Jeunesse du continent, oui, aujourd'hui, vous savez, on se plaint beaucoup plus pour cette jeunesse qui se tourne les pouces tous les jours. Il n'y a pas de travail, on le chante partout. Et il est d'une évidence. Il y a également la crise migratoire. En 2018, il y a eu plus de 22 000 personnes décédées. Oui, les conséquences donc de traverser la mer, la Méditerranée. Voilà, avec toutes ces conséquences, cette crise migratoire. Et donc, c'est tout un travail que le président al-Sisi aura fait durant ces 12 mois de présidence de l'Union africaine. Et il ne peut pas balayer de revers de main tout ce que Paul Kagame a eu à faire à la tête de cette institution. Mais également, il doit aussi démontrer que lui-même a un programme sur lequel il doit pouvoir marcher. Est-ce que justement ce n'est pas l'échappatoire qu'il trouverait lorsqu'on sait que lui était déjà contre le prélèvement des 0,2% sur les importations
Par exemple, le patronat égyptien qui voit ses intérêts menacés, lui, il prend les rênes de l'institution. Est-ce que vous le voyez certainement continuer? Parce que l'Afrique, il faut le dire, même le siège de l'Union africaine, ça a été un don. Les financements par ici, par là, pour prévenir donc les crises sur le continent. On tend toujours la main à l'Union européenne, à d'autres partenaires stratégiques, les États-Unis. Maintenant, c'est la Chine qui rentre dans le jeu. Paul Kagame prône l'autofinancement, l'indépendance financière de l'institution. Est-ce que vous voyez Abdel Fattah al-Sisi continuer dans cette réforme? Je pense qu'il a aussi affirmé. Il a aussi affirmé parce qu'il parle de réforme structurelle et financière de l'Union africaine. Il a dit que l'Égypte fera tout de son nécessaire pour que l'Union africaine puisse s'autofinancer. Et il a parlé de projets de taxes sur les importations qui permettra à l'Union africaine de s'autofinancer. C'est déjà aussi un engagement du nouveau président de l'Union africaine par rapport à Paul Kagame qui aussi, en ce moment-là, voulait que l'Union africaine puisse s'autofinancer. Il n'est pas normal que des chefs d'État puissent se réunir et après tendre la main à d'autres personnes pour fonctionner. Et cette institution de l'Union africaine a déjà fait tant d'années, mais il faut quand même qu'un jour qu'on arrive à son autofinancement. C'est de ça qu'il est question avec Paul Kagame. Également avec Al-Sisi, il a pris l'engagement que l'Égypte fera de son mieux pour que, au bout de son mandat, que l'institution puisse s'autofinancer, puisse financer les différentes activités. C'est possible. Est-ce que vous croyez que c'est sincère alors que pendant 12 mois, le pays marque sa réticence par rapport à tout ceci? Maintenant, lui-même s'assoit, il fait un discours. Est-ce que ce n'est pas pour des conforts diplomatiques que ce discours a été prononcé? Oui, c'est vrai que ce n'est que le discours qu'il a prononcé. C'est peut-être son intention, mais on verra la mise en application de son intention. Parce qu'il ne sert à rien de prononcer de beaux discours et qu'à la fin, qu'on ne puisse pas avoir un bon bilan. La présidence de l'Union africaine, c'est aussi un bilan. Et si vous êtes resté à la tête de cette institution et qu'à la fin, votre bilan pour les États africains n'est pas positif, vous voyez que cela ne va pas mettre votre pays quand même dans les réalités internationales. Et le président Al-Sisi a intérêt à faire de son mieux pour que les réformes entreprises par son prédécesseur soit continuelles et qu'il fasse aussi plus. C'est ça. Il n'est pas venu pour une continuité seulement, mais il doit sortir aussi de... Ça touche quand même pour une partie de l'institution. Voilà. Le châtiment de où le président Fattah al-Sisi, de mémoire, n'est jamais venu, voilà, l'Afrique noire. Ce n'est pas du racisme, mais l'Afrique noire gagne quoi avec un tel président de l'Union africaine? Vous l'avez dit, c'est pas du racisme, mais bon, voilà. C'est lui désormais le président de l'institution, c'est lui qui dirige, qui préside cette institution. Et je crois que l'Afrique aura effectivement beaucoup à gagner. C'est vrai qu'il aura d'abord à repositionner le Maghreb sur le continent. Bon, c'est vrai, on a parlé dans son discours notamment, il a parlé donc de ce rapprochement avec le lac Victoria, avec quand même la sous-région qui l'entoure et qu'il compte vraiment donc s'immiscer ou intégrer le Maghreb dans les autres sous-régions de l'Afrique. Donc je pense que c'est déjà de cette volonté qu'il faut parler, sa volonté donc d'avancer, d'aller de l'avant, de montrer que l'Afrique en réalité est unie et qu'on peut faire des choses ensemble. Est-ce qu'il faudra continuer dans les actions de Paul Kagame? Je dirais oui, puisque Vigile l'a rappelé tout à l'heure. C'est l'institution qui décide, ce n'est peut-être pas Paul Kagame. Il a effectivement son mot à dire. Et n'oubliez pas que... Chaque État s'arrange toujours pour faire plonger les décisions de l'institution. Tout à fait, voilà, parce qu'il y a toujours l'ego. On se dit, je suis autonome, je n'ai pas d'ordre à recevoir de quiconque. Donc, par conséquent, c'est vrai, la décision a été prise là-bas et vous avez la réponse, puisque par rapport à cette tasse, combien de pays ont ratifié l'accord, combien de pays l'appliquent véritablement. Voilà, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et déjà, il faut voir qui passe la main à qui. Et quand je vais sur ce terrain, je me dis aujourd'hui peut-être que l'institution
va peut-être un peu plus avancer. L'Égypte, mauvais élève en matière de respect des droits de l'homme, qui prend la tête de l'Union africaine. Est-ce que l'effet contagion, puisque c'est de ça qu'il s'agit, l'effet contagion ne va pas s'exprimer. C'est pourquoi je pourra-t-il être un médiateur il faut attendre pour voir. Il va essayer d'implémenter. C'est sa vision. Il va essayer. Nous allons rapidement placer un mot sur notre cher ami Martin Fayulu, le candidat malheureux de la dernière présidentielle en RDC, Vigile avancé. Vous allez être vraiment succinct. Il adresse une lettre au chef d'État de l'Union africaine demandant qu'on puisse reporter, qu'on puisse réorganiser les élections dans 6 mois. Il parle notamment de la création d'un comité spécial de l'Union africaine pour la vérification de la vérité des urnes, après avoir crié à un putsch électoral. C'est un acte de désespoir, puisque vous voulez que je sois court. Il aurait pu aller discuter le fauteuil à Tshisekedi. Heureusement ou malheureusement, il l'a pas fait. Je ne pense pas qu'une telle demande puisse avoir de suite. Lorsque vous avez vu, disons, à cette élection, et notamment à la proclamation des résultats, d'abord quelques réticences, et puis après, chacun est rentré dans son cocon. Je crois que le rideau est tiré depuis sur cette élection pour la communauté internationale. Oui, il s'apprête encore pour revenir peut-être dans la compétition dans 5 ans. Il a demandé que l'on puisse refaire les élections, que ce soit présidentielles, législatives et autres, après 6 mois dans ce pays. Ce n'est qu'un désir de cet opposant qui malheureusement aujourd'hui ne pourra plus rien parce qu'au départ, l'Union africaine, sous Paul Kagame, avait voulu envoyer une commission en République démocratique du Congo et Joseph Kabila n'avait pas voulu. On a demandé qu'on ne proclame pas les élections. Les résultats ont été proclamés. Et aujourd'hui, il ne fait qu'une demande, que les élections soient réorganisées. Est-ce que l'appel sera entendu? Difficile d'avoir le résultat qu'il souhaite après avoir adressé cette lettre au chef d'État africain. Et déjà, Etienne Tshisekedi a été élu deuxième vice-président de l'Union africaine. Ça complique les chances pour notre cher ami Martin Fayulu. Je réponds à la question pour dire que c'est non. Fayulu a échoué, un point très. Il faut attendre 5 ans encore pour aller, pour compétir. Il a souhaité que le pays puisse quitter ce que Joseph Kabila avait fait de lui et qu'on ait d'autres institutions. Mais bon, malheureusement, il n'est pas le président. C'est Etienne Tshisekedi aujourd'hui qui est là. À lui de mettre en exécution son agenda. Alors, merci à vous, Patrice Avala. Merci à vous, Richard Tineou. Merci également à vous, Vigile Avancé, pour avoir donc pris part activement à ce débat citoyen de cette soirée. L'intégral, c'est encore demain. On se retrouve.